Là, nous sommes arrivés à la partie 3 du TCP. Pour mémoire, vous y trouvez la partie 2. Vous trouvez le lien dans la description et ici. C'est « Mais comment fonctionne le protocole TCP ?» Ce qu'on a vu dans la deuxième vidéo, on a vu que le protocole était orienté connexion. Pourquoi on fait une connexion et en gros comment ça fonctionne, toujours 3 échanges. Ça, c'était dans la vidéo 2. Et à la fin de la vidéo, on a dit que le TCP est un protocole sécurisé. En quoi il est sûr? On est sûr que les données sont bien arrivées. Donc dans cette partie 3, on a déjà vu la partie protocole orienté connexion et on va voir dans le détail comment fonctionne le protocole sécurisé. Faites attention, sécurisé n'est pas chiffré, c'est juste être sûr que c'est bien arrivé. Maintenant, comment fonctionne la sécurisation TCP dans le détail? Je vais vous le montrer par une analogie. Si vous avez ici une lettre, que vous voulez être sûr qu'à l'autre bout elle est bien arrivée, vous devez l'envoyer en recommandé. Pour ceci, vous devez aller dans un bureau de poste. Et sur ce bureau de poste, on va ici de dire, voilà, j'ai un courrier que j'aimerais envoyer en recommandé. Et il va prendre sur son rouleau, on ne sait pas à l'avance combien de clients il a eu déjà dans la journée. Il va prendre le prochain numéro qui est libre et il va le coller. Donc c'est un numéro qui n'est pas connu à l'avance. Si vous allez dans un autre bureau de poste, vous allez avoir un autre numéro. Tout dépend de la grandeur du rouleau, s'il l'a changé, etc. C'est un numéro de recommandé. Dans cette enveloppe, il y a un certain nombre de données. Voilà, c'est le contenu de l'enveloppe. Voilà, ceci est le contenu, c'est le texte à transmettre. Alors, au lieu de mettre un seul numéro sur l'enveloppe complète, parce que les enveloppes peuvent contenir beaucoup de mots ou peu de mots, on a décidé, on aurait pu décider, pour chaque mot, on donne un numéro. Mais les numéros, cette fois, on le prend sur le même rouleau. Donc ces numéros sont consécutifs. Attention, ce numéro-là, ce n'est pas des numéros de port. C'est des numéros, ce qu'on appelle de séquence. Ne pas confondre avec ce que j'avais mis un peu en couleur or. Là, les étiquettes sont vertes. C'est une autre information. Donc, chaque mot ici, on va le numéroter en prenant chaque fois un autocollant sur le rouleau. Seulement, vous savez, donner un numéro pour chaque mot. Il y a des mots qui sont ici courts, des mots plus longs. C'est pas exactement ça qu'on a choisi. Alors, le principe de numéro, ici, s'appelle numéro de séquence. Donc, on prend le contenu, c'est ce qu'on veut envoyer. On prend la première étiquette et c'est le premier caractère. La deuxième étiquette pour le deuxième caractère, troisième étiquette, etc. Les blancs en espace, c'est aussi une information, donc on numérote, ainsi de suite. Et on a ici un certain nombre de numéros qu'on a consommés. Une fois qu'on a consommé, on ne peut pas les réutiliser. On voit bien que c'est un rouleau avec des étiquettes et ces numéros, ils se suivent. Ça, c'est le principe de numérotation, ce qu'on appelle les numéros de séquence. Donc, on a notre enveloppe qui est un segment TCP et dedans, soit c'est une longue phrase ou juste quelques mots, et chaque caractère ou chaque donnée est numérotée. Donc, on appelle ça, au niveau des échanges, on ne va pas échanger simplement ces informations unitaires, on le met tout ça dans une enveloppe. Donc cette enveloppe, c'est un segment. Segment, c'est un nombre de combinaisons et chaque numéro, l'équivalent qu'il y a sur le rouleau, sur l'étiquette, c'est 2 puissance 32, ce qui fait 4 milliards. Donc les rouleaux, c'est des très gros rouleaux. Faites attention, ne pas confondre le numéro du port et ces numéros de segments qui sont ces rouleaux. Le numéro de segment initial est effectivement aussi choisi
par le système d'exploitation. Mais attention, on ne fait pas une confusion. Les ports, c'est 2 puissance 16. Les numéros, pour chaque donnée qu'on envoie, c'est jusqu'à 2 puissance 32. Comment fonctionnent les échanges sur TCP? Si on prend ici un client en direction d'un serveur, eh ben, on a un port source, système d'exploitation, je ne connais pas à l'avance. Il va choisir un numéro de séquence, c'est les rouleaux d'étiquette. On ne connaît pas le numéro. C'est un numéro. Et il y a un nouveau champ qui s'appelle ici acknowledge. C'est un numéro. Quand il y a un dièse, c'est un numéro. Et bien, on a ici égal à 0. Toujours égal à 0. Ensuite, comme on a déjà vu, on envoie le signe qui est ici un 1 ou un 0. C'est le drapeau. Comme on a déjà vu, on envoie ça au port 80 si c'est un serveur web. Et à l'autre bout, qu'est-ce qui va se passer? Port source 80. Numéro de séquence n'a rien à voir avec celui-ci. C'est l'autre rouleau qui se trouve dans un autre bureau de poste. Il a son propre numéro qu'on ne connaît pas non plus à l'avance. Et le numéro d'acknowledge, c'est ce numéro-là plus 1. Ça, c'est le numéro. Et comme on a vu les échanges, SYN-ACK, il envoie lui-même pour dire avec le ACK, j'ai bien vu celui-ci. Et ici, le SYN pour aussi effectuer la connexion. Il envoie tout ça au port qui a été choisi par le système d'exploitation. Que va faire le poste client? Forcément, ces numéros ne bougent jamais dans une session. Le numéro de séquence, il va utiliser ce numéro, il a utilisé, on a vu sur le rouleau, il va utiliser celui-ci plus 1. Et pour dire qu'il a bien reçu tout ça, il va envoyer ici son numéro de séquence plus 1. Et il va dire j'ai bien reçu le SYN ici. C'est comme ça que ça fonctionne les échanges TCP. Et toujours le port 80 si c'est un serveur web. Maintenant, on envoie des données. Une fois qu'on a établi la connexion, je prends ici un numéro de séquence. Ici. Il envoie les données, 200 caractères. Ensuite, lui, il dit j'ai bien reçu ces 200. Il fait le numéro de séquence, le sien. Et ensuite, il va prendre ce numéro-là, plus les 200, il va envoyer le numéro d'acknowledge, le 8424. Donc, il envoie un drapeau que j'ai bien reçu cette information, acknowledge. Il va dire que j'ai bien reçu ces 200 caractères. N'oubliez pas, il y a chaque caractère est numéroté. Il va donner le numéro de séquence plus le contenu qui est là-dedans, ce numéro de séquence. Et il va donc dire j'ai bien reçu. Ce PC, il a la preuve que le serveur a bien reçu ces données-là et il peut comme ça envoyer d'autres données. Ça, c'est le cas avec la réception correcte. Prenons le cas avec une réception incorrecte. C'est-à-dire il y a deux raisons. Soit ça s'est perdu dans le réseau, soit c'est arrivé bien à l'autre bout, mais arrivé avec une erreur. Parce qu'il y a toujours un checksum, un contrôle. Et de nouveau, c'est une erreur, c'est jeté à la poubelle. Quand le serveur reçoit une information erronée, quand il ne reçoit pas, il ne peut pas deviner, mais quand il reçoit erronée, il ne fait rien. Rien. Et là, lui, avant d'envoyer d'autres données, eh ben, il s'attend à une réponse. Comme la réponse ne vient pas, il va donc démarrer ce qu'on appelle un timer. Ensuite, au bout du timer, il dit, voilà, si on n'a pas reçu, je vais renvoyer exactement la même donnée, le même numéro de séquence, il répète ceci. Si à l'autre bout, il a bien reçu, il va dire acknowledge, et il va donner ce numéro-là, plus le nombre éventuellement de données, donc ici 284, 24. Qu'est-ce qui peut se passer si il renvoie les données, toujours pas d'acknowledge?
Alors il va peut-être essayer plusieurs fois, puis à un moment il va arrêter. Pour ceci, on a défini ce qu'on appelle une machine d'état. On a normalisé. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il y a des timers, il attend, autrement le jeu ferme, là, etc. Donc on a ici toute une machine d'état qui est relativement complexe. Donc si je vous demande de faire une programmation pour réaliser du TCP, via cette machine d'état, il y a énormément de travail. Donc si on crée des objets qui ont besoin de connexion TCP, c'est compliqué à réaliser. Donc on va utiliser des noyaux, des kernels qui sont déjà disponibles pour ne pas réinventer. Par exemple, dans les smartphones, on a pris sur une base de Linux pour créer Android. Donc comme ça, on peut créer les applications dessus, on ne s'occupe pas de TCP, c'est directement inclus dans le système d'exploitation, il n'y a pas besoin de créer nous-mêmes le programme. Typiquement, les modems routeurs, ici, la même chose, on ne va pas créer de zéro, si on a besoin de TCP, on prend un kernel et tout ça, le TCP est déjà dans le noyau qui gère ces fameux numéros, des ports sources, numéros de séquence et autres. Vous avez une borne Wi-Fi, la même chose, un petit kernel Linux, ça fait l'affaire, et comme ça, on s'occupe plutôt à écrire le programme, et il n'y a pas besoin de s'occuper de cette partie TCP. Et par exemple, si vous avez des caméras de surveillance IP, dedans, il y a aussi un kernel Linux. Donc on voit beaucoup d'objets pour éviter de créer soi-même un programme pour être sûr qu'à l'autre bout c'est bien arrivé. On prend simplement le TCP qui est intégré dans le noyau. Pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il existe des numéros de port gérés par le système d'exploitation. Il y a des numéros de séquence gérés par le système d'exploitation. On a tout un échange, un processus pour vérifier que c'est bien arrivé et on répète l'information si elle est mal arrivée et autrement c'est tout basé sur des timers. Donc c'est une certaine complexité et c'est pour ça qu'on utilise des noyaux tout faits qui intègrent directement cette fonction TCP et en programmation on travaillera au niveau des sockets. Donc un socket, vous allez ouvrir Open Socket, d'abord create socket, où vous allez par rapport à une IP et un numéro de port, il va vous attribuer ceci. Et après, vous écrivez comme si une imprimante, vous allez écrire dans le socket et ça va être transmis à travers le réseau. Donc tout est basé sur des sockets pour faire des appels fonctions directement au noyau, le kernel qui s'occupe de la partie TCP. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Vous pouvez mettre dans les commentaires si ça fallait beaucoup plus loin en termes qu'est-ce qui se passe s'il y a telle erreur. On a un système qui sert pour adapter non pas la vitesse, mais ce qu'on appelle le contrôle de flux. Que ça demandera encore une vidéo avec une complexité encore bien supplémentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3 séries de vidéos traitant sur TCP. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner.